De quoi, quand on était sur le banc là? Ouais. Ouais, c'était marrant. Bouge pas, hein, sinon je suis en gueule. On est bon? Oui. Tu m'as dit de pas bouger. Non, tu restes bien parce qu'en fait, il y a les 4 tiers, tu sais, tu as la tête là, dans la cible. Fais gaffe à la GoPro. Ok. Il y a un peu de monde là. Bon, allez, c'est bon. Action. On est parti? On est parti. Et bonjour, c'est Nicolas, bienvenue sur Immobilier Compagnie. Aujourd'hui, je suis encore avec Nico Pen, mon pote, vous le connaissez. Dans la description, je vous mets les liens vers sa chaîne. Alors, je suis pas inquiet, tu vas trouver, je te laisse chercher. Nico, je suis super content de t'avoir parce que la dernière fois, en fait, je lui ai demandé de me poser une question. Machin, là, on va faire totalement différent. C'est moi qui vais lui poser des questions pour que tu saches ce que tu fais. Mais surtout que c'est un peu la suite en plus de la première vidéo qu'on avait faite il y a quelques temps. C'est pas faux, mais tu vas voir, ça va être bien, c'est parti. Là, c'est le générique. Nico, je vais te cuisiner. J'ai des questions. Petits oignons. Mon petits oignons, comme ils aiment, comme on va tout savoir. Alors, on va commencer par le départ. Toi, tu fais l'énéagramme. Ouais, en fait, plus spécifiquement l'énéagramme, mais au-delà de ça, ça c'est le cœur d'activité, dans mon cœur d'activité, mais ma spécialité, c'est la connaissance de soi. Et comment apprendre à mieux se connaître. Moi, j'aime bien dire, en fait, le monde extérieur, les miroirs du monde intérieur. Donc, quand tu bosses ton monde intérieur, tu améliores ton monde extérieur. C'est ça l'idée. Alors moi, je vais te donner un exemple concret qui va pouvoir un petit peu, je vais lui laisser un petit peu te montrer. Donc moi, j'ai lu l'énéagramme, je conseille dans mes programmes l'énéagramme, etc. Blablabla. Et moi, dans l'énéagramme, quand je l'ai lu, en tout cas, en fait, il y a plein de théories, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je me suis ressenti comme étant un 7 parce que dans le 7, il y a, si tu veux, un descriptif de la personnalité et ça dit, pour moi, hein, bien sûr, que je commence sans jamais finir les choses. Et je me suis reconnu là-dedans, ça m'a permis du coup de corriger ce défaut. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai tendance à faire très attention à ça et de l'avoir lu, d'avoir mis des mots sur ce problème-là, ça m'a beaucoup aidé. Et là, je te montre comment un mec comme Nico peut t'aider si jamais tu as des petits problèmes comme ça dans ton boulot. Parce que, bon, en tout cas, tu me corriges si je me trompe, mais moi, l'énéagramme, je l'ai pris comme quelque chose de travail. C'est-à-dire, j'ai pris ça comme un profilage de personnalité pour le travail. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas un profilage de personnalité pour les autres, parce que bien souvent on se dit je vais apprendre à mieux communiquer, mieux manager. Alors il y a d'autres outils de profilage de personnalité, l'énéagramme aide dans sa communication, mais c'est surtout avec soi. Et c'est en apprenant à se connaître soi que là on va bosser, pouvoir travailler sur soi. Par exemple, le fameux c'est plus fort que moi. Tu sais, t'as toujours un truc, putain, c'est plus fort que moi, je me mets en colère, c'est plus fort que moi, je fais ceci, cela. C'est le générique de la fin de cette vidéo. Investir, c'est plus fort que toi. Eh bien oui. Et voilà, c'est plus fort que ça. C'est ça. Eh bien, l'énéagramme explique le générique de fin de vidéo. Ah ouais. C'est marrant parce que je lui disais que on a fait la vidéo ce matin. Je vais encore me relancer dans un nouvel immeuble alors que j'avais dit que j'arrêtais. Mais c'est plus fort que moi. Le petit côté excessif. Ouais. Puis après ça commence à. Bon bref. Mais donc toi t'expliques ça par exemple. Ouais. Là, ça m'intéresse, ça me réintéresse, tu vois du coup. Et du coup, alors est-ce qu'on doit venir te voir avec un problème? Pas forcément, mais généralement les personnes qui viennent me voir justement sont là pour solutionner un problème. D'ailleurs, c'est le but de nos activités, d'aider les personnes à répondre à leurs problèmes. Parce que si tu vois pas un problème, tu vas pas aller voir un expert pour solutionner un truc. Ouais, mais tu peux avoir envie, surtout dans la personnalité, juste de mieux te connaître, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je te pose la question, est-ce que les deux démarches sont bonnes? Les deux démarches sont bonnes. Les deux démarches sont bonnes. Et du coup… Moi, c'est la curiosité qui m'a amené à l'énéagramme. D'accord. Et après, c'est quand je me suis dit, waouh, putain, c'est incroyable. Des problématiques de vie me sont ressorties et surtout des problématiques de vie passées que j'aurais pu résoudre très rapidement grâce à l'énéagramme. Tu avais connu ça en fait avant. Ouais. Et du coup, là toujours, c'est pour toi que je pose les questions. Tu vois, par exemple, on vient de voir, on a un problème. Est-ce que l'énéagramme va solutionner ce problème? Tu vois, je suis un peu incisif, mais tu sais, en investissement, nous on aime bien j'achète, ça rend de l'argent, tu vois. Parce que là, c'est un peu pareil. C'est l'histoire du fameux miroir. J'en reviens toujours à ça. Parce qu'en fait, quand tu as un problème extérieur, déjà, toi, tu peux le voir comme un problème, une autre personne ne va pas le voir comme un problème, mais comme une opportunité. Ça, tu connais bien dans l'investissement. Oui. C'est genre des personnes qui disent, oh putain, ça fait chier parce que ceci, cela. J'ai des mots un peu grossiers aujourd'hui. Vas-y, c'est bon, on fait ce qu'on veut. Mais tu dis, voilà, tu fais ceci, cela. Et
Et en fait, pour certains c'est la galère, pour toi tu dis mais c'est génial, mais c'est trop bien. Et Déjà rien que là tu vois que la perspective des choses elle est différente selon chacun. Donc plutôt que d'avoir une perspective qui est une perspective de galère, de manque, avoir une perspective de bénéfice. Donc il y a ce point là. Et puis il y a aussi souvent, moi c'est ce que je rencontre, tu as des personnes qui par exemple sont trop dans l'action et elles ont besoin de partir dans un stade de réflexion. Tu as d'autres personnes qui sont trop dans la réflexion qui ont besoin de passer à l'action. Ce qui est un peu le cas dans l'investissement aussi. Donc tu peux aider les gens sur ces points-là. Voilà. Et il y a aussi le fait des points de force. Par exemple, moi je sais que, je regardais certains, par exemple, entrepreneurs du web, sur leur attitude, leur façon de faire, ils réussissaient. J'essayais de modéliser ce qu'ils faisaient, ça marchait moins bien pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, eux, si on prend la moyenne, ils étaient déjà naturellement au-dessus de la moyenne, et moi j'étais en dessous. Donc je me suis dit, plutôt que de travailler sur ce point de faiblesse et en faire un point de force, pourquoi pas, en gros, le mettre de côté, le bosser un petit peu, mais surtout me focaliser sur mon point de force qui est au-dessus de la moyenne et le faire aller au-dessus. Et ça a vraiment eu un ça a changé les choses. Donc toi, en fait, du coup, je vais revenir à un truc que tu as dit qui m'a intéressé, mais du coup, on ne peut pas parler de bénéfices directs. Il y a un travail quand même à faire avant de voir concrètement quelque chose se réaliser avec l'énéagramme. Ce qui se passe, en fait, c'est… encore une fois, je prends un énéagramme, mais j'aime bien l'élargir parce que ici, en fait, c'est connaissance de soi. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque tu connais ton profil énéagramme, la première chose que tu vas voir, c'est toutes les galères. Et tu peux l'améliorer. Tous tes problèmes. Bien souvent, j'entends des personnes, tu vois, par exemple mes élèves, ils disent j'ai trouvé mon type énéagramme. Presque j'aurais espéré être un autre type. Généralement, tu as envie d'être un autre type que celui que tu trouves. Tu préférerais avoir d'autres problèmes du coup. Parce qu'en fait, ça te pointe du doigt toutes tes galères. D'accord. Et du coup, quand tu vois ton type énéagramme, tu vois tout le côté sombre, le côté qui t'a posé problème, mais tu vois pas le côté positif, parce que ce côté positif est tellement intégré en toi que tu te dis c'est normal, ça fait partie des choses et tout le monde l'a. D'accord. Et c'est là où en fait justement tu te dis ben non, mais en fait ce mode de fonctionnement que tu as là, en gros, sur les 9 profils, il y a peut-être qu'une famille parmi les 9. Et là ça peut être intéressant. Et là ça peut être intéressant. C'est plus facile à travailler. Ouais, parce que utiliser un point de force, c'est un point de force pour toi. Donc c'est facile déjà à la base. Donc si tu améliores quelque chose qui est facile, tu vas monter en hauteur. Alors si tu prends un point de faiblesse, là tu galères. Je vais t'amener sur une pente glissante du coup. Je vais rebondir. On est déjà sur la pente. Ouais, c'est vrai, là on n'est pas droit. Je ne sais pas si tu le vois, mais tu sais, tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'intéresse. Tu vois, tu me disais le passage à l'action, travailler sur le fait de certains qui regardent mais qui n'agissent pas, ceux qui agissent trop mais qui ne regardent pas assez. Bon, voilà. Sur le web, moi, il y a une chose que je leur dis beaucoup, que je te dis souvent, je te dis de ne pas trop t'éparpiller dans les connaissances que tu vas acquérir parce que en apprenant trop de choses, tu n'avances plus. C'est ce que je te répète tout le temps. À force d'apprendre trop de choses, en accumulant trop de savoir, tu finis par être sclérosé ou des fois même ne plus avancer. Et toi, ces points-là, tu peux aussi travailler dessus, par exemple. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, il y en a qui ont besoin de nourriture, de savoir énorme. Moi, c'est mon truc. Je suis un érudit. Hein. J'ai besoin de manger du savoir. C'est un kiff. Ouais, voilà. T'aimes apprendre, quoi. J'aime apprendre. Mais après, c'est arriver à faire la part des choses entre le trop de savoir et l'action. Et pour moi, c'est pas un problème parce que j'ai même tendance à être à trop me précipiter dans l'action plutôt que dans la réflexion. C'est-à-dire, c'est ça qui est un peu paradoxal. Il te faut trouver le bon juste milieu. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes. Attends. 12 seconds later. Mais c'est vrai que tu as des personnes, et c'est bien souvent, et là vraiment, si tu pointes du doigt, on va dire la grande majorité des personnes qui fonctionnent comme ça, elles en fait, elles vont pas être passionnées par le savoir, elles peuvent l'être, elles sont sûrement, mais elles vont plutôt se réfugier dans le savoir parce que c'est confortable. Ouais, voilà. Prendre plein de choses et du coup ça t'évite de te confronter à la peur de ça les rassure et du coup elles restent sur leur statu quo et voilà, je comprends. Et après en fait tu as cercle vicieux le fameux syndrome de l'imposteur. C'est tu récupères du savoir, puis tu te rends compte qu'il te manque ça, puis tu le récupères, tu te rends compte qu'il te manque ça, tu te rends compte que tu n'es jamais prêt, et puis tu vois un gars qui sort de nulle part, qui a 10 fois moins de savoir que toi, qui réussit dans son activité, et ça t'énerve parce que tu te dis putain mais c'est pas juste. Et en fait, entre guillemets, oui c'est pas juste, et oui c'est juste. Oui. Parce que l'équilibre n'a pas été respecté. Tout à fait. Question pour eux, toi qui regardes, est-ce que avant de venir te voir, il vaut mieux qu'ils aient lu un livre ou tu t'en fiches? Est-ce qu'il vaut mieux, toi tu fais découvrir l'énéagramme, tu fais ce fonctionnement-là. Est-ce que c'est comparable avec des profils de personnalité qu'on connaît? Alors sur d'autres techniques, tu veux dire d'autres disciplines? Ouais, tu sais, il y a plein de trucs. Moi, je les connais pas. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé l'énéagramme. Je connais que celui-là, mais je sais qu'il y a plein d'autres. Mon ami Clément Bergon, qui lui est spécialiste en process communication. J'avais vu une vidéo un jour de lui où il donnait effectivement des profils de machin. Mais tu sais, il existe plein de trucs. Est-ce que c'est compatible ou tu vois? Alors moi, je dis c'est complémentaire. C'est-à-dire que l'énéagramme, en fait, chaque
en fait, c'est exactement comme les 9 profils de personnalité. Les outils de profilage de personnalité sont complémentaires. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des points de force et des points de faiblesse. D'accord. Tu as par exemple la méthode DISC. C'est une méthode que tu peux l'appliquer très facilement. Très rapidement, tu peux arriver à cerner les 4 profils couleurs. D'accord. Seulement après, c'est plus comportemental. Tu vas pas aller creuser autant en profondeur en termes de développement personnel qu'avec l'énéagramme. Donc chaque chose va avoir son côté positif et négatif. L'énéagramme en termes de typage de personnalité des autres, ça va prendre plus de temps. Par contre, une fois que tu as trouvé le type, mais alors là, ça va tout seul. D'ailleurs, même toi, pour les négos et tout, franchement, ça peut être intéressant. Hein. Oui, Après les achats qui arrivent, les nouveaux. Tu as d'autres techniques, comme par exemple sur la process communication. En termes de management, c'est royal, quoi. D'accord. C'est vraiment royal et pour moi, chaque outil a son point fort et point faible. Et aussi, il y a des raccourcis que j'ai vus un peu, moi ça m'énerve, ça fait partie des trucs qui m'énervent, c'est de dire voilà, tu es tel profil énéagramme, donc tu vas avoir telle posture émotionnelle, tu as tel profil. Alors, et en fait, tout est complémentaire. Tu dois savoir une chose, Nicolas, il a une grande théorie, il te dira jamais ton profil énéagramme. C'est-à-dire que si lui il a un avis, il ne le partagera pas avec toi parce que tu me corriges si je me trompe, hein, mais il dit qu'en gros tu dois trouver ton propre profil et te débrouiller. C'est un terme de biais psychologique, c'est le biais d'autorité. C'est-à-dire que comme je suis une autorité, forcément si je dis quelque chose, je vais influencer la personne et elle va le prendre pour argent comptant. Et tout le monde peut se planter et je me plante et j'ai vu de nombreuses personnes talentueuses en énéagramme qui se sont plantées malgré et ça donc du coup et puis ça enlève parce que pour moi ce qui est intéressant c'est pas tant trouver le profil, ce que je leur dis toujours à mes élèves, c'est pas trouver le profil, c'est le chemin qui t'amène jusqu'à la découverte de ton profil et après le chemin qui va t'amener derrière à creuser encore. Finalement c'est comme l'investissement. Bon alors personnel, voilà c'est ça. Je vais te mettre donc les liens vers la chaîne de Nico dans la description. Moi, écoute, de toute façon, tu le reverras. Hein. Voilà. J'ai une dernière chose donc à dire et qui va être intéressante. Nico, il n'y a pas longtemps, et je l'envie beaucoup pour ça, tu es devenu propriétaire, je crois. Oui. Ah, vas-y, tu es sur une chaîne, il n'y a que des investisseurs là qui te regardent. Tu vois, je peux leur en parler. Ah oui, je crois qu'ils vont vouloir savoir parce que, bon, on a parlé du côté psychologie, ça c'est une chose, mais là, on parle de bureau, quoi. Voilà. Investir, donc avec des associés, on a investi sur des bureaux, sur un espace donc avec plusieurs bureaux et on va créer un espace de formation. Enfin, c'est en train de se créer puisque les travaux sont lancés là. Bon, donc alors ça va être hyper intéressant, je vais te poser du coup des questions. Pourquoi tu as choisi d'investir dans des bureaux? Alors pourquoi? Alors en fait ça c'est vraiment un peu arrivé comme ça par hasard et quand c'est arrivé c'est devenu une évidence. C'est-à-dire qu'au début, donc un de mes aujourd'hui associés avait proposé, a dit l'idée, oui j'en ai marre de travailler de chez moi, j'aimerais pouvoir louer des bureaux pour qu'on puisse échanger, on puisse interagir. Il a dit le mot louer. Ouais. Je souligne juste, vas-y continue. Et donc du coup quand il a dit ça, je leur ai dit, écoutez, moi je bosse de chez moi, j'ai une pièce chez moi pour bosser, ça fait des années que je fais ça, si je le fais c'est parce que je suis bien, des fois j'ai un peu mon côté sauvage. Ouais, ça te convenait comme ça. Mon type voilà. Donc moi ça me convient très bien, donc je vois pas l'intérêt de louer, de dépenser, pour moi c'est une dépense, dépenser de l'argent pour avoir des bureaux en plus, aucun intérêt. Et là, donc, une autre de nos associés a dit « Mais pourquoi on n'achèterait pas ?» Et là, la dynamique était différente. Alors au début, je me suis dit « Tiens, c'est intéressant parce que c'est un investissement. » Au début, c'était bureau. Oui. C'est un investissement, donc du coup, tu mets pas l'argent en l'air. Le loyer, il passe sur des bureaux qui après te donnent un bien. Mais quand même, il y avait une petite résistance légère. Je te coupe et ça va t'intéresser. Est-ce que tu es propriétaire? Non, jusqu'alors je ne l'étais pas. Tu es locataire, donc tu loues ta résidence principale. Est-ce que tu as déjà investi? Non. Est-ce que dans l'immobilier, non. Dans l'immobilier, non. Est-ce que la démarche, là aujourd'hui, tu as fait les démarches, tu es allé chez le notaire, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais. Est-ce que tu as eu peur? Tu vois, est-ce que ça t'a fait quelque chose? Ce qui est drôle, c'est que comme on était plusieurs, comme j'avais une très grande confiance à mes associés et à notre capacité à prendre en charge l'investissement, parce que bon, par rapport à nos activités, nos entreprises, donc du coup c'était cool. Donc non, par contre j'aurais été tout seul, ça m'aurait fait stresser. Ah, ça t'aurait fait ça? Ah voilà. Ouais. Et est-ce que tu t'en es occupé du coup? Est-ce que tu vois, vous avez réparti la charge de travail entre vous équitablement, ou est-ce qu'il y en a un qui s'est dédié à l'achat de bureaux? Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu quand même plus d'un lead sur certaines parties, justement. Chacun avait un lead sur une partie, quoi. Ça t'a permis de franchir le pas. Est-ce que tu peux leur dire combien il y a d'associés? Ça va peut-être les intéresser. Vous êtes 5 associés. Ouais, ça fait quand même, vous avez quand même du coup bien réparti les risques. Ouais. Donc toi ça t'a permis, même si tu avais une crainte, tu étais tranquille. Ouais, non, vraiment je me suis
Du coup, donc là, tu es propriétaire d'une fraction d'un bureau où tu vas pouvoir travailler. Et comme tu dis, là, c'est ta boîte qui va venir finalement prendre le relais sur le bien. Et pour en venir à l'histoire de tout à l'heure, qu'on disait, bon voilà, on avait des bureaux. Donc je disais, effectivement, on rentre dans les bureaux, on est dans les bureaux. Et puis après, voilà, l'investissement, il marche tout seul. Et puis après, bon, on est propriétaire du bien. Mais il y avait un truc qui me manquait. Et c'est là où on a eu l'idée de créer une salle de formation, conférence. Ah oui. Et là, du coup, j'ai vu l'intérêt sur comment pouvoir amortir le crédit, voire rentabiliser. Oui. Par la location. Et tu as vu l'intérêt de ces lieux, de ces locaux aussi. Et ça aussi, c'est vraiment rentrer en compte dans l'équation. Parce qu'en plus, moi, en tant que formateur et donc mes autres associés qui sont dans la formation ou dans l'événementiel ou autre, du coup, ça fait sens avec nos cœurs de métier. Et c'est surtout ce qui est intéressant. Je pense aussi à un autre point, c'est que c'est quelque chose qu'on maîtrise. Oui. Moi, tu vois, ça fait, j'ai commencé. Oui, le locataire, c'est lui, c'est lui le locataire. Donc du coup, il n'a pas de problème, à moins que tu aies un problème. Au-delà de cette maîtrise-là, c'est la maîtrise en fait du concept. C'est-à-dire que j'ai commencé à louer des espaces, des salles pour faire des formations en 2014. Donc depuis 2014, je connais exactement le marché de la location de salles de formation. Eh oui, c'est vrai. Je sais quels sont les biens, je sais quels sont les biens tout autour, je sais combien ça se loue, je sais comment ça se négocie. Donc j'ai cette vision-là aussi. Alors tu vois là, c'est vachement intéressant parce que là, il introduit une notion que j'adore, c'est-à-dire que moi je dis souvent, on est ce qu'on fait au quotidien. Donc effectivement, tu soulignes un point intéressant. Je loue régulièrement des salles, donc comme je loue régulièrement des salles, je connais le marché, donc j'ai une valeur sur une partie du bien que j'achète que des personnes peuvent ne pas avoir. Ce que toi tu dois retenir, c'est que les bureaux que tu as achetés, j'imagine que tu les as aussi achetés par rapport à la salle de formation. Ouais. Oui. Voilà. Ce qui fait que tu as peut-être acheté des bureaux qui n'intéressaient pas des gens parce qu'il y avait une salle dont ils ne savaient pas quoi faire. Ouais. Et du coup, on a là vraiment le cas particulier où on est dans un marché, enfin, on est face à quelqu'un qui a fait un achat pour des raisons qui te sont propres, tu viens de le dire, ton métier, ta particularité, et tu as pris un bien qui avait peut-être une faiblesse pour une majorité de gens et toi, tu en as fait une force. Voilà, ouais. C'est vachement intéressant. Vraiment, mais même, tu vois, par exemple, mon objectif sur le bien, et c'est ça qui est intéressant sur cette association-là, c'est que chacun a ses objectifs bien particuliers qui finalement se complètent, qui répondent, qui sont solutionnés, on va dire, par le bien. Mais moi, mon objectif, il est purement et simplement d'un investissement financier, point barre. Je te l'ai dit, pour vraiment en revenir au départ, avoir des bureaux pour moi, je m'en fous, même si maintenant je commence à avoir plein de plus-values. Tu vois les possibilités. Oui, on en a parlé. Moi, je suis dans mes bureaux, j'en peux plus là. Je les veux. Mais oui, tu vois tout ce que tu peux faire maintenant avec. Mais la salle, tu l'as vu tout de suite en fait, parce que tu l'as dans ton quotidien. Ah ouais, moi c'était. C'est amusant. C'était même la condition sine qua non. Ouais, mais je sais, tu me l'avais dit. Je lui pose la question pour que tu vois le fond du truc, mais c'est intéressant. Je veux juste finir par un dernier point pour que tu leur donnes des informations. Est-ce que aujourd'hui, toi, tu te dis du coup, je vais continuer, ça t'a donné le goût de continuer, ou est-ce que non, tu vas en rester là en fait? Ben, on avait déjà discuté ensemble longuement avant cet investissement-là, donc il y avait d'autres idées d'investissement que j'avais en tête, et là du coup, je continue dans cette dynamique, mais avec une énergie beaucoup plus forte parce que j'ai fait ce premier investissement. C'est ce que j'allais te demander, ça t'a confirmé, ça t'a conforté dans tes choix. Ça m'a renforcé et je le vis plus cool quoi aussi. Ça fait combien de temps que tu as ton compte? 2011. 2011. Je pense que tu vas pas y être réfractaire, tu étais auto-entrepreneur avant. Ouais. Et tu as monté le projet en étant auto-entrepreneur, on est d'accord? Là, c'est ça. Non, là, ce projet, quand tu as commencé à le monter, tu étais auto-entrepreneur. Ouais, entreprise individuelle. Voilà. Alors, entreprise individuelle. J'insiste parce que ce que je veux que toi tu vois, c'est que c'était un entrepreneur que les entrepreneurs des fois croient qu'ils ne peuvent pas acheter. Et toi, tu montres que c'est possible déjà. Ouais. Et deuxièmement, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que tu pourrais leur dire ou dire en tout cas à la personne qui regarde et qui se dit ben moi j'ai peur et j'arrive pas à passer à l'action, tu vois, parce que tout à l'heure on parlait d'action et pas d'action. Tu as des gens qui veulent pas passer à l'acte. Qu'est-ce que toi tu pourrais leur dire en ayant vécu ce que tu as vécu là, finalement en n'ayant pas franchi le pas depuis 2011? 2011-2018, ça fait 7 ans que tu aurais pu acheter et là tu n'as pas acheté. Donc qu'est-ce que toi tu pourrais leur dire? Surtout que ce qui est intéressant en fait, c'est ce que je me rends compte vraiment après coup, c'est que c'était une peur du manque financier. Je pensais que j'avais été entre guillemets en survie sur ma société. Ouais. En fait, j'ai découvert après coup que finalement c'était juste une représentation personnelle. Oui, voilà, c'est ça. C'était loin, surtout quand je regardais un petit peu mon écosystème. Je me suis dit, mais en fait, t'es bien quoi. T'étais un peu à côté de la plaque. Donc bon, ça c'est le premier point un petit peu en annexe. Moi vraiment ce qui m'a aidé c'est justement trouver des moyens de se rassurer. Ah ouais, voilà. Dans les associés peut-être. Voilà, des béquilles.
commencer un premier investissement avec des béquilles. C'est intéressant, ouais. C'est-à-dire que effectivement, tu vas pas faire le truc du siècle, mais et tu le fais en confort. Tu testes, tu vis l'expérience. Tu passes à l'acte, tu passes devant chez le notaire, tu vois si ça te plaît et tu passes à l'étape suivante. J'avais déjà le truc que j'avais en tête, c'était dès le départ pour investissement immobilier. Moi, investissement immobilier était égal à acheter un appartement, sortir 150 000 € tout seul et puis après avoir ça. Donc moi, c'était ça. L'investissement immobilier, c'était le minima. Là, tu as vu une autre dimension et maintenant tu en vois d'autres. Bon bah c'était Nico Pen, je te mets dans les descriptions comme je t'ai dit au début les liens vers sa chaîne et puis bah écoute de toute façon tu reviendras, on se reverra et tu le reverras, tu verras la suite de ses aventures. Salut! Non, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.